Salut Judith, bienvenue dans La Tête aux Pieds. Salut Adrien. Judith, on s'est rencontrés à une retraite de yoga féministe et on a discuté à cette occasion. J'ai appris que tu étais actuellement prof de pilates, mais avant ça, tu avais tout un parcours en tant qu'éducatrice. Et notamment dans le domaine du traitement des addictions, dans un lieu qui a l'air vraiment très intéressant parce que c'est un modèle assez unique en France. Et puis qu'en parallèle de ton activité de professeur de pilates, tu étais aussi en formation pour une technique de thérapie psychocorporelle qui s'appelle la psychologie biodynamique. Donc une technique, une méthode que j'avais eu l'occasion de découvrir il y a quelques années. Et donc ce côté d'éducation, d'enseignement et de thérapie, cette combinaison m'a beaucoup intéressé et ça m'a donné envie de t'inviter dans La Tête aux Pieds. Bonjour et bienvenue dans La Tête aux Pieds, le podcast de l'embodiment et du travail somatique. Je m'appelle Adrien Mater, je suis spécialiste du mouvement pleine conscience et facilitateur somatique. Mon travail consiste à relier le corps et l'esprit pour améliorer la qualité de vie et la qualité de relation. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur somaticmind.net ou sur Instagram somaticmind_practice. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi dans La Tête aux Pieds pour explorer des thématiques qui redonnent au corps sa juste place dans nos vies et dans nos sociétés. Seul ou avec mes invités, je vous donne des clés pour mieux vivre avec vous-même, avec les autres et dans le monde. Pour soutenir La Tête aux Pieds, vous pouvez en parler autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux et faire un don sur Patreon, le lien est dans la description. Merci pour votre soutien et à très vite. Bonne écoute. Donc bienvenue Judith. Et avant je posais une question, toujours aux invités, c'était qu'est-ce que ça t'évoque La Tête aux Pieds? Alors je peux recommencer avec toi, je relance la tradition. Ok. Déjà, merci pour ta présentation et puis merci de m'accueillir aujourd'hui. Et écoute, ce que ça m'évoque, c'est de l'unicité. C'est quelque chose de complet qui, pour moi, prend beaucoup de place dans ma vie et je pense c'est ce qui m'intéresse vraiment, c'est-à-dire comment on peut cultiver ce lien entre la tête, le corps et la circulation, j'ai envie de dire, entre les deux. Et comment ça peut nous aider à aller dans le monde, à être dans le monde. Voilà. Magnifique. Entre la tête, le corps et le monde. C'est un bon triptyque. J'aime beaucoup. Alors, on n'a pas dit, enfin, j'en ai pas parlé non plus, mais tu es dans le sud-est, en Corrèze, c'est ça? Oui, tout à Et fait. donc, c'est là que tu exerces ton activité? Oui. Oui, en fait, je suis originaire de Corrèze et puis Ouais. j'étais partie, pour mes études, donc d'éducatrice, spécialisée, à Marseille, en me disant que je ne reviendrai plus jamais en Corrèze, que c'était, Plus perdu jamais. et qu'il y avait rien à faire. Et puis j'ai fait à peu près 10 ans, à Marseille et aux alentours et je suis revenue en Corrèze, en me disant que j'avais très envie de retrouver, le coin paumé où il y avait soi-disant rien à faire. Voilà. OK. Parce que peut-être que ça te permettait de revenir un petit peu plus dans un endroit calme, de te mettre, au vert, disons. Est-ce que tu veux d'abord nous parler de ce que tu as fait durant tes études, puis dans la région de Marseille, peut-être pour planter un peu le décor et pourquoi tu avais besoin de revenir à quelque chose de plus cool? Mmh. Alors, j'ai fait une première formation, de moniteur éducateur, donc dans le sanitaire et social, juste après mon bac. Enfin, j'avais bossé 1 an à Poitiers. Puis je suis revenue à Brive, j'ai bossé un petit peu et il me manquait encore un bout, donc je suis repartie pour passer le diplôme d'éducateur spécialisé, donc là, à Marseille. C'était vraiment un choix, hein, j'avais juste envie de de découvrir autre chose, et c'était une ville qui me plaisait. Et du coup, j'ai fini mes études là-bas. J'ai pris beaucoup de plaisir à habiter là-bas. C'est une ville qui est très, très dynamique, qui est très diversifiée au niveau culturel. Et hem et à la fin de mes études, j'ai pu intégrer l'endroit, en fait, où j'avais fait mon stage de 3e année, qui est un centre de soins en addictologie. Heu et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, en fait. Alors,
Juste avant que tu développes un petit peu plus, est-ce que tu peux rappeler ce que sont les missions, les fonctions d'une, éducatrice, dans le sanitaire et social? OK. Alors, éducatrice spécialisée, c'est vraiment, très large parce qu'on peut être amené, à travailler avec des publics extrêmement divers, dans le handicap, par exemple, mais des personnes handicapées, qui vont être, enfants, adultes, qui ça peut être en milieu ouvert, ça peut être en milieu fermé, enfin, il y a énormément de styles d'institutions. Ça peut être, dans la protection, de l'enfance, ça peut être, comme moi en addictologie, ça peut être dans tout ce qui est précarité, logement, j'en oublie plein, hein, tout ce qui est, demande d'asile, c'est vraiment un métier où en fait tu as, 20 sous-métiers parce que, être auprès de personnes en situation de handicap, c'est pas du tout la même chose, qu'être, auprès, par exemple, de personnes, dans un centre de soins en addictologie. Enfin, moi, j'ai travaillé dans les 2, ça a rien à voir. Alors, tu as des compétences qui sont similaires, mais c'est pas le même enfin, pour moi, c'est pas le même métier. Oui, en fonction des milieux où tu évolues, Mmh. en fait, ça se transforme beaucoup. Je prends quelques instants pour vous parler de M le Sommet. M le Sommet, c'est le seul sommet francophone en ligne sur l'embodiment et le travail somatique. Du 16 au 19 octobre 2025, retrouvez les plus grands spécialistes mondiaux et français du travail du corps en conscience pour 4 jours où il y aura des conférences, des tables rondes et des temps de pratique. Au programme, il y aura des neurosciences, du yoga somatique, du body mind centering, des explorations pilates, du fighting monkey et beaucoup d'autres choses encore. Si vous ne pouvez pas assister à tous les lives, pas de problème, tout est en replay. N'hésitez pas à vous rendre sur m-sommet.com pour consulter le planning et pour vous inscrire. Profitez-en parce que jusqu'au 31 août, vous bénéficiez du tarif Early Bird, soit 129 € pour les 4 jours au lieu de 189 €. Rejoignez-nous. Mmh. Et donc ce centre en addictologie, il fonctionnait d'une façon un peu particulière? Mmh. Alors, j'ai pas d'éléments de comparaison vu que j'ai travaillé que là, que dans cette association, dans ce secteur-là. Moi, ce qui m'avait plu déjà quand, j'ai intégré en tant que stagiaire, c'est qu'il y avait une vraie attention, ne serait-ce que pour, te permettre d'intégrer en tant que stagiaire. Donc, tu passais des entretiens et puis une fois que j'ai été, intégrée, il y avait vraiment un soin qui était apporté, tu vois, aux stagiaires. C'était pas: on utilise les stagiaires pour faire, un boulot, gratos, c'était vraiment pas ça et du coup, déjà j'avais trouvé ça chouette et c'est un centre, qui a une approche, plutôt psychanalytique, en tout cas qui a été construit à l'origine avec cette orientation-là et qui du coup, heu, place beaucoup, l'addicto comme un symptôme et non pas comme une fin en soi qui déterminerait la personne. Hem et du Tu veux dire que coup le fait d'être addict, le fait d'être dépendant, en fait, ça définit pas la personne, mais ouais. c'est le symptôme, la manifestation d'un En mal-être, tout plus cas, on profond, peut c'est ça? supposer, tu vois, on Ouais. peut supposer que c'est beaucoup plus large que ça, que la personne ne se réduit pas, aux produits qu'il consomme. Tu vois, comme dans le langage courant, on va souvent dire une personne, elle est alcoolique. Tu vois, c'est elle est alcoolique, quoi. C'est quand même, moi, je trouve ça raide, tu vois, de prendre ça, enfin, c'est très, comment on peut dire? C'est très enfermant, c'est une étiquette, parce qu'elle est pas que ça. Elle est une personne qui a un prénom, qui a une histoire, qui a une vie, qui a un parcours et qui rencontre à ce moment-là des difficultés avec tel ou tel produit. Mais elle est pas ça. Donc, tu vois, c'est ça moi qui m'a beaucoup intéressée, c'est-à-dire de recevoir, les gens avec, en gardant ça en tête. Et puis du coup en allant creuser, en les accompagnant, à les regarder à quoi ça servait, ce produit-là et quelle place ça prenait, dans leur vie. Avec là encore, autant de diversité que de personnes, parce qu'on recevait autant des adolescents, si tu veux, qui avaient fumé un joint au collège et qui s'étaient fait, choper, qui étaient en obligation de Ouais. soins quoi, tu vois? Que, des personnes, qui prenaient de la cocaïne tous les jours, depuis plusieurs années. Donc, des personnes qui étaient à la rue, des personnes qui étaient de milieux sociaux aisés. Donc ça n'a rien à voir finalement. La seule chose qu'il y a à voir, c'est l'humanité et c'est, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ce produit et qu'est-ce que ça nous amène dans la vie? Parce que ça amène
à un moment donné forcément quelque chose, sinon on le ferait pas. A priori. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais si, tout à fait, simplement pour qu'on puisse situer un peu en quoi cette méthode, elle est originale, c'est qu'il y a d'autres méthodes, notamment la méthode Minnesota, que je connais un peu, où, au contraire, on va se centrer sur la dépendance et sur le produit et que un des objectifs principaux, c'est l'abstinence et donc c'est pas le pourquoi, mais c'est le comment on va s'arrêter et une fois que le comment est mis en place et que la personne est donc abstinente ou en sevrage, alors ensuite on va s'intéresser dans un second temps et c'est vraiment plus tard, à pourquoi, qu'est-ce qui a conduit à ça? Mais qu'il y a d'autres donc méthodes, à l'inverse de celles que tu viens d'exposer, qui sont centrées sur l'arrêt de la consommation avant toute chose, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment intéressant de voir que, ouais, peut-être puisque c'est la complexité de l'être humain, qu'en fait, il y a des méthodes, en apparence très différentes pour traiter le même problème, qui fonctionnent probablement en fonction des situations et des personnes et donc il y a jamais qu'une seule voie possible. Et ça, je pense que, d'une part, ça montre à la fois la richesse des méthodes thérapeutiques, la complexité de l'être humain et ça peut redonner de l'espoir aussi parce que, si on est dans ces situations-là, et ben, il existe des solutions, quoi. Alors que souvent, l'isolement dans la consommation, c'est un des points fondamentaux où on n'a pas trop de ressources et on se dit qu'on aura du mal à s'en sortir. Alors que Mmh. là, c'est bien de voir, il y a au moins 2 méthodes, sûrement plus d'ailleurs, pour traiter ces situations-là. Mmh. Après je OK, donc généralise un peu si tu veux, ça veut pas dire que pour certaines personnes, le ce qui était visé n'était pas l'abstinence, tu vois? Pour certaines personnes, ça pouvait être ça, mais pour d'autres, peut-être que non, parce qu'on ne se situe pas au même endroit et que quand même, c'est quand même intéressant d'aller comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'en plus, si tu veux, quand on parle d'addiction, c'est un centre de soins en addictologie, enfin, centre de soins de prévention aussi, mais hem, c'est pas forcément des gens qui sont déjà dépendants. Tu vois, le jeune, qui a fumé un joint, on n'en sait rien, en fait. Est-ce qu'il fume 10 joints par jour? Est-ce qu'il en a fumé un pour faire comme les copains? Il est peut-être pas dépendant et tu vois, ça, c'était une question aussi. Donc c'est à partir de nous, sur tous les éducs, tu vois, on était sur les premiers accueils, donc on recevait en première ligne. C'était un peu à nous d'aller déterminer qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait? Et à partir de ça, mais on réorientait. Alors ça pouvait être un suivi que éducatif, hein, mais ça pouvait être, le médecin, parce qu'on estime qu'il y a vraiment besoin d'un soutien médical. Ça pouvait être l'infirmière, ça pouvait être le psychologue. Tu vois, ça dépend de ce qui est en train de se passer et du coup, ça demande, il me semble, une analyse globale pour pas foncer tête baissée dans une interprétation que nous, tu vois, on comme si on plaquait un film, en fait, sur la personne et c'était de mettre ce film de côté, voir la personne, essayer de comprendre ce qui se passait avec, ce qu'elle faisait de façon générale et après aller travailler là-dessus. Et tu vois, moi, j'ai eu des exemples, par exemple, de gens en extrême précarité, à la rue depuis des années avec des vécus, mais vraiment extrêmement difficiles, qui buvaient depuis, tu vois, je repense à un monsieur que j'ai vraiment accompagné, longtemps, qui buvait depuis qu'il avait 14 ans. S'il vient nous voir, qui fait cette démarche ou de plusieurs années et qu'on lui dit: «Faut arrêter l'alcool», c'est mort, il ne revient plus. oui. Mmh. Donc tu vois, là, le travail, lui, c'était, de réaccéder à un petit peu de sécurité. Donc peut-être pouvoir se loger, peut-être pouvoir se laver, peut-être pouvoir manger. Tu vois, c'était ça avant et après, on va aller regarder, comment on peut, faire avec cet alcool-là. Tu vois? Mais du coup, c'est très Oui, dépendant de la situation et de ce que la personne veut et de ce qu'elle est en mesure aussi de mettre en action, quoi. OK et donc tout ce travail-là, Mmh. ça te plaisait? Ce travail au sein de cette structure? Ouais, ouais, j'ai vraiment adoré franchement, tu vois? J'y suis restée, si je dis pas de bêtises, 7 ans.
Sachant que c'est la première fois que je signais un CDI parce que j'ai un petit souci à rester longtemps au même endroit qui a beaucoup évolué aujourd'hui, c'est mieux, mais du coup, m'inscrire dans un endroit fixe et dans un lieu de travail fixe, à la base, c'était pas quelque chose de simple et quand ils m'ont proposé un CDI, pour le coup, tu vois, c'était OK tout de suite parce que, c'était une petite structure. Déjà, on n'était pas très nombreux. Moi, je me sentais hyper bien. Hem Et du coup, ça faisait vraiment sens pour moi et je crois qu'il y a pas un matin, tu vois, je me suis levée en me disant: «Ah ça me fait chier d'aller au boulot». Oui, Donc ça, c'est ça, c'est important, c'est énorme. précieux. Ah ouais, et tu vois, puis j'avais peu de recul parce que j'avais déjà bossé avant, mais plutôt, tu vois, dans des petits contrats donc c'était la première fois que j'étais dans un endroit où j'allais rester longtemps et donc tout ça non, ça a été hyper formateur et ouais, j'ai vraiment absolument adoré ce que j'ai fait. En plus, on avait beaucoup de liberté en tant que salarié, donc on pouvait être acteur et proposer des choses. Donc par exemple, tu vois, moi j'ai souhaité au bout d'un moment mettre en place des ateliers d'art plastique à visée thérapeutique et ça a été possible. Donc déjà ça, je trouve ça génial, tu vois, qu'une structure accepte et te laisse, voilà, j'ai vraiment été libre de créer mon cadre, en fait et en plus, ils ont participé parce que j'ai pu retourner en formation pour faire une formation d'art thérapeute. Donc OK. voilà. Ah, donc tu as aussi cette casquette-là où tu es éducatrice et art thérapeute. Ouais, j'ai repris, alors c'est un diplôme universitaire à Lyon 2. C'est un diplôme universitaire, je crois qu'ils appellent ça créativité et soins psychiques. Il doit peut-être manquer un petit bout de l'intitulé qui était long. D'accord, mais Donc déjà, c'est c'est pas intéressant. intitulé ouais, c'était pas un intitulé tout à fait, art thérapie, mais en tout cas dans le contenu c'était ça, hein. Oui. Et finalement, je m'en suis jamais servie, tu vois, avec cette dénomination-là. C'est-à-dire, je suis jamais intervenue nulle part en tant qu'art thérapeute. Mais par contre, ça m'a servi dans cette pratique d'atelier, artistique que j'ai animé, ouais, je sais plus 5 ans à peu près, tu vois? Donc OK. et où c'était génial. Enfin, franchement, pour les personnes qu'on a accueillies, c'était un magnifique espace de liberté et de créativité. Et comment tu fais le lien entre la démarche thérapeutique et le fait d'animer un atelier d'art plastique, en fait? Qu'est-ce qu'ils y trouvaient comme soin? Puisque créativité et soins psychiques, je trouve que c'est un intitulé très intéressant. Si Mmh. je j'ai eu envie de regarder, comment se passaient les inscriptions quand on a parlé. Mais donc du coup, comment est-ce que tu fais le lien entre, la dictologie et la créativité? En quoi c'est un Hem soin? Ouais. Alors, il faut savoir déjà que c'est quelque chose qui m'animait depuis longtemps. Mes parents, ils sont potiers, donc tu vois, j'ai eu une pratique, personnelle, créative, pas forcément artistique, mais créative depuis longtemps. Donc j'ai pu expérimenter ce que ça pouvait faire. Après, j'avais mis en place, déjà un atelier quand je suis rentrée en tant que stagiaire dans cette institution à Marseille. Donc tu vois, j'avais eu le temps un peu de tester, de faire des allers-retours et ça s'est construit sur ce que ça a amené au fur et à mesure. Alors je trouve ça toujours difficile, tu vois, de proposer un outil et de dire: «Il va amener ça». Mais en tout cas, hem, ce que ça a amené en premier lieu, ça c'est sûr, c'était un décalage de l'étiquette dont je te parlais tout à l'heure, de je suis, je sais pas, alcoolique ou héroïnomane ou tu vois? Ça amenait un OK. décalage et puis en plus, ça permettait, de se rencontrer autrement. À la fois, les soignantes, parce que moi j'étais en duo pour animer cet atelier avec une collègue, qui est psychologue. Donc ils nous voyaient toutes les 2 sous une autre fonction que, la fonction, habituelle et de se rencontrer entre eux, c'est-à-dire que ça faisait un espace collectif. Parce qu'un centre de soins, nous on recevait, en individuel, si tu veux. Donc les gens se croisaient à la limite dans la salle d'attente, mais il y a pas cette dimension collective. Donc c'était important D'accord. de pouvoir proposer ça aussi, tu vois? Et vraiment j'ai l'exemple d'un monsieur, alors qui a consommé, alors qui avait parce qu'il est décédé depuis, mais qui avait consommé, pareil, je pense à peu près tous les produits existants depuis, très, très longtemps et qui était sous traitement de substitution depuis plusieurs années au centre et qui a voulu venir à l'atelier, d'art plastique, sans qu'on lui ait proposé. Il a vu une affiche, il a voulu venir, on s'attendait pas du tout à ce que ça puisse, tu vois, l'intéresser. Et le premier atelier, je me rappellerai toujours, ça a été absolument catastrophique parce qu'il était, shooté entre ses médocs et le traitement de substitution. Il s'endormait à moitié sur la table. Il comprenait rien de ce qu'on lui expliquait. Donc je tapais dans les mains, tu vois, pour le réveiller. Bon, enfin, c'était vraiment Et comique.
Et contre toute attente, et c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est là où on n'attend pas, et je trouve ça bien. Il s'est passionné pour ça. Et il a développé énormément de capacités, notamment motrices, tu vois. Par exemple, parce qu'il avait les doigts, à force de prendre des produits, les mains, tu vois, avaient perdu en mobilité, très gonflées, etc. Donc, il a retrouvé de la mobilité à pouvoir, au début, on lui faisait travailler qu'avec des gros pinceaux, tu vois, avec un gros manche. Puis après, il a pu tenir des petits pinceaux. Et là, il en a vraiment, s'y est vraiment mis. Et puis, ça lui a tellement plu qu'il s'est acheté des peintures et des feuilles. Et il s'est mis à peindre et à dessiner chez lui, tu vois. Et du coup, ça a ouvert un espace, en fait, de créativité, mais c'était incroyable. Il nous ramenait plein de dessins, enfin, c'était magnifique. Voilà. Donc Ouais. je sais pas pareil si je t'ai répondu, mais c'est vraiment d'ouvrir de Mais l'espace, en si, fait. ouais, Mmh. ouvrir de l'espace, Mmh. là, moi, il y a plusieurs choses effectivement qui peut s'identifier à autre chose que d'être un toxico ou un Mmh. alcoolique et que il devient créatif, créateur. Donc ça, c'est valorisant et surtout que là, en plus, ça matérialisait quelque chose puisqu'il produisait des œuvres, donc je sais pas, ça concrétisait son autre identité, disons quelque part. Et puis qu'il y a un côté très, très concret, très matériel, très, très physique, puisque tu parlais de motricité fine, donc probablement aussi au niveau nerveux, au niveau neuronal, il se reconstruisait ou il se réinventait à plein de niveaux en fait. Et donc effectivement, euh, et c'est un peu comme ce qu'on peut proposer dans le mouvement ou des choses comme ça, que c'est pas des activités pour meubler, c'est pas le centre aéré, quoi. Quand on propose, soit quelque chose d'artistique ou de physique, il y a des bienfaits. C'est pas pour simplement occuper le temps, Mmh. pour meubler les journées, quoi. On peut avoir des effets, alors, c'est pas automatique, comme tu le Mmh. disais, et ça c'est important. C'est pas parce qu'on va faire de la peinture qu'on va guérir, mais en tout cas que quand ça fonctionne, ça peut fonctionner au-delà des attentes aussi, vraiment qu'on pourrait avoir, quoi. Donc si encore une fois, je pense que c'est une question de personne et de moment et que, c'est une très belle Et de histoire que comment tu as tu racontée et que Pardon Adrien, je t'ai coupé la parole. Et de non, je t'en comment prie. tu utilises l'outil? C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Là, tu vois, c'était un vecteur, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que notre but pour les Ouais. gens qui venaient, c'était pas qu'ils viennent, heu et qu'ils finissent par réaliser quelque chose de joli ou de parfait Mmh. ou qu'ils apprennent la technique, de la peinture ou du dessin. Même s'il y avait de la technique, parce que lui, par exemple, il a appris comment on fabriquait des couleurs, à partir des couleurs primaires. Mais le but, c'est pas qu'il sache faire toutes les couleurs du monde, tu vois? Donc en fait, c'est vraiment un support, et je pense que quand on utilise, entre guillemets, «n'importe quel outil» comme un support, en créant de l'espace et en créant un cadre sécure, parce que ça, je pense, c'est extrêmement important. Le cadre, tu vois, par exemple, c'est, les horaires, comment on arrive, dans quel état on peut être dans l'atelier ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire, qu'est-ce que nous on fait de ce qui est produit. Est-ce qu'on peint pour, faire une expo? Est-ce qu'on peint pour le garder dans l'atelier? Tu vois, tout ça, et que ça doit être posé, pensé en équipe et puis pensé avec les personnes qui participent, et que de là, on peut faire d'un outil, un support et un outil thérapeutique. Que si c'est une fin en soi, pour moi, c'est très bien, et ça peut aussi être, incroyable, hein, mais c'est pas la même chose. On n'est pas dans le même espace. Mmh. Oui, cette notion de vecteur, elle est importante et elle fait écho à des réflexions ou des conversations que je peux avoir dans le milieu du mouvement où, en fait, effectivement, l'idée, c'est pas de faire un beau mouvement ou d'arriver à maîtriser la technique. Vraiment, hein, cette notion de vecteur, elle est essentielle. Ok, et donc, tu as passé du temps, tu as mis de l'énergie là-dedans, tu as eu des résultats qui étaient, je pense, en tout cas à certains moments très satisfaisants. Mais après, tu as fait une transition et tu es devenu prof de pilates. Comment ça s'est passé ça? OK. Alors je vais essayer de pas te faire une réponse qui dure 1 heure, D'accord, mais mais on a le temps, hein, on peut OK. aller, on peut développer un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses, tu sais, la vie quand elle se déploie dans sa complexité, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place, plein de petits cailloux pour amener, là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à effectivement être prof de pilates et à créer mon entreprise. Et ces petits cailloux, je vais peut-être
pas les mettre dans l'ordre, mais c'est que, à un moment donné, en tout cas pour faire le lien avec ce travail-là, on touchait du doigt, je dis on, parce que c'était des réflexions au niveau de l'équipe, hein, notamment avec l'infirmière et une personne qui était chargée de prévention. On touchait du doigt le fait que on travaillait principalement quand même avec la thérapie verbale et avec la parole, quoi, si tu veux, et on recevait principalement les personnes dans l'entretien individuel. Pour certaines personnes, je dis pas que c'est tout le temps le cas, encore une fois, c'est plus complexe que ça, mais pour certaines personnes, on faisait répéter une histoire qu'ils avaient parfois répétée des dizaines de fois parce qu'ils sont en difficulté depuis de nombreuses années et qu'on n'est pas les premiers personnes du social ou du soin qui le rencontrent, loin de là. Et la question qui m'est apparue plusieurs fois, c'est: est-ce que là, le fait d'avoir fait parler cette personne, d'ouvrir cet espace, c'est thérapeutique ou est-ce qu'on répète du trauma? Et, et qu'est-ce qu'on fait en fait? À quoi ça sert de faire parler? Et est-ce que c'est toujours nécessaire? Bon, c'était une question. Et vraiment dans un temps assez concomitant, moi je voyais une psychologue d'orientation psychanalytique parce que c'était là où je me sentais bien à ce moment-là. Et c'était hyper intéressant. Et puis je sentais, tu vois, ça faisait un petit moment que j'avais la sensation de tourner en boucle. Et j'arrive à une séance, je parle, j'avais compris les mécanismes qui m'amenaient là où j'en étais. Et pour autant, ça ne changeait pas, ou plus, parce que des choses avaient évolué, mais là, j'étais bloquée dans mon truc. Et donc, j'avais fini, tu vois, la séance en me disant: je répète des choses que j'ai compris intellectuellement. J'ai très bien compris, mais je peux pas avoir d'effet. Je me sentais en échec et je n'arrivais plus à avoir d'effet. Donc, tu vois, ça a fait un peu un lien. Et la question qui est venue, c'est comment on fait à partir de ça, en fait? Voilà, il y a eu ça. Il y a eu ça en premier. OK. Donc c'était un constat tant au niveau professionnel Ouais, que personnel, les ouais, limites un peu du verbal. Même si ouais, à des moments et dans des situations, ça peut être très libérateur, là, ça ça ne créait plus d'effet. ouais, ouais. Et puis dans un même temps, j'ai eu plein de soucis de santé. Heu, j'ai eu une pneumopathie, j'ai eu des nodules sur les cordes vocales. Quelques mois après, j'ai eu un accident de voiture. Bon, vraiment le truc assez intense. Et Mmh. et là, ça m'a amenée à vraiment capter que j'étais plus au bon endroit. Enfin, en tout cas, je rate des détails, mais en gros, tu vois, j'avais vraiment cette sensation d'être hyper bien dans mon boulot, mais que l'espace dans lequel j'évoluais personnellement n'était plus OK. Notamment parce que, alors j'étais à Martigues, là, plus à Marseille. C'est une petite ville à côté de Marseille que j'adore, qui est magnifique, mais où je me voyais pas évoluer. Heu, Déjà parce que financièrement, j'avais pas les moyens de m'acheter quoi que ce soit, que j'avais une toute petite location, tu vois? Enfin, j'étais pas ultra bien, et puis je manquais de nature, en fait. Et tu vois, ce que j'ai ouais, je pense que j'avais besoin d'un retour à mes racines et de retrouver là aussi de l'espace et de la nature. Des trucs OK. plus Donc simples, moins de finalement, cet voiture. endroit que tu avais pardon? Ouais, vas-y, vas-y. Non, bah, cet endroit que tu avais quitté et juré de ne plus jamais retrouver, s'est avéré être la solution, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai choisi de partir de Martigues. Bon, ça a mis du temps avec tout ça, évidemment. Mais l'endroit où j'étais, l'institution où je travaillais ont été hyper soutenants aussi, donc tu vois, ça a été cool. J'ai eu une rupture conventionnelle, donc j'ai pu rentrer en Corrèze. J'ai pris un petit moment pour me remettre de tout ce qui m'était arrivé, sur le plan physique. Et hem et là, je me suis, tu vois, le fait de redevenir, enfin de continuer, parce que je l'étais toujours, hein, à être éduque et à travailler dans le social, ça me paraissait compliqué. Parce que je savais que j'avais eu beaucoup de chance, si tu veux, en bossant dans cette boîte-là, que ça Mmh. se passait rarement comme ça, pour avoir toutes mes potes qui étaient éduques aussi, et qui étaient confrontées à des choses très dures, et que je n'aurais pas les capacités de travailler dans un endroit qui, à mon sens,
n'est pas porteur de sens justement, voire maltraitant, voilà, il y a quand même des choses pas ouf dans ce domaine-là. Donc je savais que j'étais pas en capacité de faire ça. J'ai repassé un entretien, ça a été une catastrophe absolue et je me suis dit: «Non, en fait, là, c'est pas possible. Si je retravaille là-dedans, je veux retravailler dans quelque chose qui a une qualité, qui a une vraie qualité d'écoute, de soins, tu vois? Autant pour son personnel que, pour les personnes qui l'accueillent». Donc c'était plus OK. Je savais que j'aurais du mal à retrouver ça aussi, tu vois? J'étais très accrochée à là où j'avais été, donc après tu fais des comparaisons et c'est pas toujours intéressant. Et avec ce que j'avais traversé, j'avais, notamment avec l'accident de voiture, si tu veux, je faisais déjà du pilates avant, j'ai toujours fait beaucoup de danse, enfin j'ai toujours fait du sport quoi, si tu veux, d'une façon ou d'une autre. Et j'avais envie d'aller explorer ça parce que, j'avais justement gardé en tête que, comment te dire? J'avais envie d'explorer autre chose que la parole, autre chose que le soin dans le sanitaire et social, autre chose que l'institutionnel. Et j'avais envie de voir là où ça m'emmènerait et heu et là, ça s'est fait assez simplement. Je me suis dit: «On va voir, je vais me renseigner. Si les choses se mettent en place, j'y vais et si elles se mettent pas en place, c'est que c'est pas ça». Voilà. OK. Et alors, tu as eu une opportunité pour devenir donc prof de pilates, c'est ça? Et beh, écoute, j'ai créé l'opportunité, du coup, je me suis, C'est bien. formée. C'est ça qu'il faut faire, je pense. Ouais, c'est ça. Je me suis formée, puis je me suis dit: «Tiens, je vais créer mon entreprise», mais avec une espèce de, comment te dire? D'inconscience, totale. Ça va marcher. Voilà. Moi, je me suis juste dit: «Je vais donner des cours de pilates», pas, «Je vais être entrepreneur». Donc j'ai pas trop OK. pris, même si j'avais quand même pris des choses en compte, hein, mais j'ai pas trop pris la mesure de ce que ça pouvait signifier d'être indépendant. Ce qui, à mon avis, n'est pas plus mal parce que sinon je ne l'aurais pas fait, je Mmh. pense. Parce qu'entre-temps, j'ai bien mesuré et du coup, c'était super parce que c'est parti comme ça et ça a été facile, en fait. Parce que j'ai pas mis de frein, ça s'est fait comme ça. Et alors, comment ça s'est passé? Parce que là, tu parles plutôt de l'aspect, administratif, disons, ou Mmh. entrepreneurial, mais de passer d'éducatrice dans le sanitaire et social à éducatrice, heu, sportive ou en tout cas de travailler dans le corporel. Hem, Comment tu as pu trouver une continuité entre ces 2 fonctions-là? Mmh. Ben en fait, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent, à mon sens, parce que, dans les 2 cas, tu es en lien avec, d'autres êtres humains. Donc c'est des métiers de lien, c'est des métiers d'accompagnement. Donc tu as tout ce qui était gestion de groupe, par exemple, c'est des choses, que je sais faire, que je savais déjà faire et que je faisais en tant qu'éducatrice. Donc j'ai retrouvé, en fait, plein de points communs et quand on parlait, par exemple, de l'atelier d'art plastique, tu vois, c'est le vecteur n'est pas le même, le statut n'est pas le même, mais c'est un petit peu, entre gros guillemets, «la même chose». Donc Ouais, ouais. ça s'est fait avec un ouais, avec plutôt facilité, je pense. Tu as changé de vecteur, quoi. Ouais, Sinon, ça allait. ouais. Et tu m'as expliqué que donc tu avais des cours collectifs comme tu viens de le dire, mais tu as aussi des clients, individuels? Tu prends en charge des gens qui ont des certaines pathologies, c'est ça? Alors oui, ça c'est dans le cadre des accompagnements psychocorporels, mais en OK. pilates, j'ai plutôt en pilates, j'ai quand même plutôt des cours collectifs. J'ai quelques personnes qui m'ont demandé, tu vois, où j'ai des cours individuels, mais ça reste, vraiment, rare. OK. Mais et pourquoi tu as choisi le pilates et pas la danse ou le yoga ou qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette discipline-là? Mmh. C'est une grande question. Hem, Avec du recul, parce que sur le moment, c'était sûrement pas du tout aussi clair. Avec du recul, bon, déjà, c'est une discipline que j'avais, rencontrée quelque temps avant mon accident et sur laquelle j'ai tout de suite accroché. Je pense parce elle rassemblait plusieurs choses, qui étaient quelque chose de doux, tu vois? De calme et à la fois d'extrêmement centré et moi, j'ai besoin, tu vois, d'être centrée parce que je peux avoir beaucoup d'idées. Voilà, donc ça me faisait du bien, tu vois, d'être centrée et de revenir dans mon corps
Et avec plus de recul, je pense que ce qui m'a beaucoup parlé, c'est le côté assez, carré du Pilates, heu et qui m'a sûrement, tu vois, aussi aidé à me mettre sur des rails, ouais, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. OK, et donc c'est ça que tu avais aussi envie de transmettre à ton public? Ouais. Et l'autre chose, je pense, si tu veux, c'est qu'il y a pas de compète en pilates, Mmh. et que ça reste, accessible à tout le monde. Ça Heu, pourrait peut-être changer, hein, peut-être qu'ils vont réussir à nous faire des compétitions de réformeurs ou je ne sais quoi. On verra ce que l'avenir nous réserve. oui, on va Heu, mais en tout cas, c'était vraiment en fait, c'est quelque chose qui est que je trouve intéressant d'aller explorer du mouvement. Alors il y a plein d'autres disciplines, hein, qui permettent ça, mais en tout cas, d'aller explorer du mouvement hem, sans forcément y mettre trop d'attentes. Alors on peut en mettre, hein, bien sûr, mais en tout cas, moi, dans ce que j'essaie de transmettre, dans la façon dont j'enseigne, hem, c'est plus du côté de se reconnecter à soi, sentir ce qui bouge, ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que ça nous fait vivre, que du côté de l'exécution, parfaite d'un mouvement, voilà. C'est ça qui m'anime. et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de t'inviter parce que je crois qu'on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Mmh. Et justement, du coup, avant d'aborder, peut-être la 3e partie de ton activité, toi, tu cherches une dénomination particulière? Parce que effectivement, là, au début, tu as évoqué le fait que le Pilates, ce soit assez carré et oui, au sens, traditionnel du terme, c'est une méthode très structurée et structurante, ce qui a ses vertus. Mais que là, tu viens de faire, plutôt, allusion à l'aspect plutôt sensoriel de la pratique, qui est, je pense, une évolution de la technique, parce que je sais pas si Monsieur Pilate, il mettait vraiment l'accent là-dessus, enfin, ou peut-être moins qu'aujourd'hui. Et là, c'est plutôt l'aspect donc somatique, si je puis m'exprimer ainsi. En quoi c'est important pour toi cet aspect sensoriel, plutôt que l'exécution parfaite et bien carrée? Mmh. Je pense que ça parle fort de là où je viens, donc du milieu, du soin et sanitaire et social et de mes convictions et hem et du besoin, je pense assez général dans nos cultures, de de revenir au corps, mais pas de revenir au corps comme un outil de performance. De revenir au corps comme, une possibilité de lien à nous-mêmes et une possibilité de lien entre justement la tête et les pieds et heu et c'est cette question de lien effectivement qui me parle. Il me semble que quand on peut sentir, heu, nos sensations, nos émotions, on va pouvoir, tout simplement, commencer à alors j'allais dire à aller mieux. Peut-être que sur le moment ça va réveiller des choses, difficiles parfois, mais en tout cas que c'est nécessaire pour qu'on soit vraiment connecté et qu'on puisse vraiment, être au monde de façon, en étant souverain, tu vois? En étant là et en étant dans l'être plutôt que dans, faire et étant moi-même, je pense beaucoup attrapée dans le faire, heu, ça a été et c'est des choses très importantes pour moi de façon personnelle et c'est aussi important, pour moi dans la transmission, sur le plan professionnel. C'est en tout cas, c'est vraiment ce qui m'anime. OK, j'aime beaucoup. Je suis tout à fait en accord avec ça. J'aime, notamment beaucoup l'idée de souveraineté. Est-ce Mmh. que tu pourrais expliquer en quoi la pratique du Pilate, tel que tu l'entends en tout cas, ça peut être, un vecteur, comme tu disais tout à l'heure, une façon de développer sa souveraineté? Et qu'est-ce que ce serait la souveraineté selon toi? C'est pas facile comme question. Hem, il me semble que la souveraineté, ça pourrait être, accueillir toutes nos parts, donc toutes les parts de soi,
sans se laisser trop, avec des bouts de nous, sur le bas-côté. Mmh. Et tu vois, j'ai beaucoup de gens, c'est aussi ça qui m'amène à vouloir mettre en avant, parce que c'est quelque chose que j'ai fait instinctivement, d'amener une coloration, on va dire, avec une pratique somatique au sein de mes cours de pilates. Et j'ai aussi envie de le mettre en avant, parce que, je constate que j'ai beaucoup de personnes qui viennent à mes cours qui ont, des pathologies, alors très diverses, hein, ou qui sont en souffrance, on va dire physique et ou mentale, quoi. Et en fait, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, parce que la vie, elle est pas elle est pas facile. Et enfin, elle est très belle et elle a des hauts et des bas, mais elle est pas toujours facile, en tout cas. Alors là, je pense que tu pourras couper, Adrien, pardon. Il y a mon coucou, en plastique rose qui est en train de faire coucou derrière. Mais non, mais c'est magnifique. On aime les coucous en plastique rose. Ça fait partie de la beauté de la vie. Et tu habites dans la nature, donc il y a des coucous, c'est tout à fait normal. Donc, Voilà. mais tu étais dans le flow, donc Mmh, l'entièreté des fragments, accepter ses parts, tout mmh, ça, et mmh. ça, c'est aussi important que d'avoir des abdos en béton, quoi. Ouais, voilà. En Et et plus, que et que en plus, si tu veux, on aura peut-être des abdos encore plus en béton parce qu'on sera connecté avec, ce qu'on sent. Parce que pour moi, quand tu fais un exercice de façon, heu, mécanique ou technique, je sais pas ce que tu connectes vraiment dans le corps, en fait. Je sais pas, hein, j'ai pas la connaissance, mais, hem, peut-être je peux te prendre un exemple personnel d'un autre sport, si on a le temps. Tu vois, moi, mais j'ai on a tout le pratiqué temps. beaucoup la course à pied, tu vois? Enfin, je pratique encore, mais il y a un moment, je me suis fait complètement attraper dans la course à pied par, je vais regarder ma montre, courir plus vite, regarder à combien je cours, et puis telle course, je vais la faire en tel temps, et je sentais rien, en fait. Mmh. Tu vois? Enfin, par moments, oui, mais il y a des fois où je me suis dit: «Mais où tu es et où tu vas, en fait, en faisant ça?» Vraiment. Et du coup, je pense qu'on peut tout à fait faire un sport, et c'est très bien aussi. Enfin, c'est pas, il y a pas une question de faire un choix, mais en tout cas, moi, c'est pas là où j'ai envie d'emmener les gens. On peut tout à fait faire un sport en se disant: «Je vais juste me dépenser et sortir, tout ce que j'ai besoin de sortir en courant comme un dératé ou en étant méga performant sur des exercices de gainage, d'abdos, de pilates, hyper difficiles, hyper techniques». Mais jusqu'à quel moment? Et qu'est-ce que ça nourrit, en fait, à l'intérieur de nous? Et qu'est-ce qu'on choisit de cultiver en faisant ça? Et moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est de pouvoir cultiver, une forme d'ancrage et de lien, parce qu'il me semble que, quand on est en capacité de se sentir, on est aussi en capacité d'interagir avec les autres de façon peut-être plus juste. Heu, Tu vois, on n'est pas obligé de s'énerver dès que quelqu'un nous agace. On peut, tu vois, c'est comme s'il y avait une forme de recul à l'intérieur de soi, mais si on n'a pas conscience même que la personne est en train de nous gonfler et qu'on pense que c'est normal de mal lui répondre parce que c'est comme ça, c'est devenu une habitude, ben, on génère beaucoup de violence aussi. Donc je me dis c'est une possibilité, il me semble, de revenir à d'autres espaces internes et externes. Magnifique, vraiment. Mmh. C'est, je trouve une définition très juste, encore une fois, qui fait écho à la vision que j'ai de j'allais dire du Pilate, mais du travail corporel en général, parce que je pense que quand on est dans ces réflexions-là, les techniques, c'est juste un support. Effectivement, le Pilate, il y a une dimension de précision, de conscience, parce que tout à l'heure, je parlais de est-ce que Monsieur Pilate aurait eu ces mots-là? Je sais pas, mais c'était déjà une discipline corps esprit pour lui, puisque parmi les principes fondateurs, il y a la concentration, la précision. Donc, on ne pouvait pas faire les exercices de réformeur en regardant la télé. Donc c'était un progrès, mais que je pense qu'il y a encore une fois un supplément d'âme et ouais, au en plus de l'aspect sensoriel d'être simplement concentré, il y a un aspect sensible aussi d'écoute
des sensations, qui va donner une qualité supplémentaire et qui est, je pense, effectivement hautement bénéfique. Parce qu'à l'époque où, monsieur Pilate a développé sa méthode, il y avait probablement des défis qui n'étaient pas présents. Il y avait quand même moins d'écrans puisqu'il a développé entre le début et le milieu du siècle. Donc même, je pense que la télévision, c'était pas encore arrivé dans les foyers, autant qu'à l'époque où on a grandi, par exemple, et encore moins que maintenant où on a un téléphone dans la main, de façon, incessante. Et donc cette conscience organique, elle est d'autant plus nécessaire que les possibilités de déconnexion sont démultipliées par rapport à l'époque où Pilate a façonné sa méthode. Donc bravo pour ces idées et pour les mots que tu mets dessus, parce que je pense que c'est très clair et que ça montre la nécessité vraiment pour les gens de pratiquer et de pratiquer autrement. Parce que j'ai fait voilà, différentes expériences gestuelles. Et je suis allé notamment dans des pratiques de CrossFit un peu il y a quelques temps, et j'ai vu le décalage entre l'intensité de l'activité et la conscience que les gens avaient de leur corps. Et alors ça leur apporte probablement quelque chose, mais je voyais aussi que, à mon sens, c'était un peu une sorte de bombe à retardement, parce que pour leurs articulations notamment, c'était pas du tout adapté. Et en plus, effectivement, il y a l'idée de pousser le corps comme une machine pour là accomplir, enfin atteindre un résultat, exécuter une technique, de pouvoir réussir quelque chose qui est mesurable dans le temps ou en quantité. Et il y a tout cet aspect sensoriel et sensible, qui passait au second plan ou qui était absent. Et je pense que pour la santé en général, ça ampute une part de nos vies qui est quand même fondamentale. Donc tu as presque une approche thérapeutique, si je puis dire, de tout ça, puisque tu viens du soin et ta vision de l'enseignement de cette activité, elle est teintée par ça, et je pense que c'est une très bonne chose. Et tu as eu envie de prolonger ça en t'intéressant, plus qu'en t'intéressant, en te formant à la psychologie biodynamique. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Tout à fait. Déjà, merci pour, le retour que tu viens de faire, parce que c'est hyper intéressant, d'avoir, voilà, aussi ta vision, globale, là-dessus. Et et oui, j'ai eu envie du coup, très rapidement quand j'ai commencé à enseigner le pilates, il m'a manqué à nouveau quand même la dimension, individuelle et plus thérapeutique. Donc j'ai cherché, et j'avais eu la chance pendant que j'étais, en centre de soins d'addictologie, de découvrir, parce qu'on avait fait venir une intervenante, le toucher guérissant, qui est une forme de toucher, vraiment, très, très doux, très sensitif, heu, pour mettre en contact la personne avec elle-même, si on veut le définir très simplement. Et donc j'ai cherché ça sur internet, et puis je suis tombée sur l'école de psychologie biodynamique, dont j'avais pas entendu spécialement parler avant. Et puis, j'ai lu le descriptif et je me suis dit: «Enfin». En fait, c'est comme si ça venait, relier tout ce que j'avais fait jusque-là. Donc, ce dont on vient de parler, ce métier d'éducateur, spécialisé avec le métier de professeur de pilates, qu'on pourrait voir comme, étant plus l'un dans le travail corporel et plus l'autre dans le travail, on va dire, via la parole, ou en tout cas via le mental. Et là, c'est quelque chose qui allie les 2, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et il propose des stages, si tu veux, que tu peux faire vraiment ces 4-5 jours, que tu peux faire comme ça. Tout le monde peut y avoir accès. Bon, c'est plus simple quand tu es un peu de ce domaine-là déjà, mais en tout cas, tout le monde peut y avoir accès. Donc j'ai été faire un stage sur Donc le toucher guéri sans être, pardon de t'interrompre, mmh, sans être forcément dans un processus de formation, mmh, n'importe qui peut aller passer 4-5 jours dans ces stages ouais, résidentiels, avec des ouais, thèmes un peu précis. c'est ça, c'est OK. ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très chouette en termes d'ouverture. Et du coup, j'ai fait un stage,
je crois que c'était 4 jours et je suis sortie, je me suis dit: «Bon, ben voilà, je vais devoir reprendre 5 ans d'études». Mmh. OK, tu étais convaincue? Ouais, ouais, parce que vraiment ça a fait sens à un endroit hyper profond, quoi, tu vois? Pour moi, je pense au niveau vraiment, de la connexion et du cœur, quoi. Vraiment, je me suis dit: «Ça, c'est hyper beau». Alors, il y a plein d'autres pratiques, hein, ça je j'enferme pas en disant que c'est la pratique, mais en tout cas pour moi ça faisait sens et ça fait sens et du coup j'ai choisi de me former, avec cette école. Heu, voilà et là il me reste un peu plus d'1 an. OK. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est la psychologie biodynamique? En quoi ça se distingue, par exemple, de l'approche psychanalytique dont tu parlais en début de l'épisode? Mmh. Mais c'est une approche qui donne, la place au corps, au ressenti, aux sensations et qui donne la place à la verbalisation, à la parole et qui travaille sur le lien entre les 2 en faisant des allers-retours dans un sens ou dans l'autre. Ce que je trouve intéressant, par exemple, par rapport à mon expérience où je te disais la dernière consultation avec cette psychologue, je n'avais plus rien à dire parce que je sentais que ça ne résoudait plus rien. Résolvait. Hem et là, ça permet de passer par d'autres chemins et le chemin va se faire en fonction, pareil, de ce qui est bon pour cette personne-là. C'est pas une méthode qui s'applique, tu vois, qui est déjà, comment te dire? Construite et qu'on va appliquer à une personne de façon similaire d'une personne à l'autre. Elle va vraiment se personnaliser. Donc là, ça rejoint moi ce qui m'intéresse et ce qui ressort à chaque fois, c'est de pouvoir se servir de quelque chose, mais de le personnaliser parce qu'on est tous différents et qu'on va aussi bouger en fonction de là où on en est. Et du coup, si par exemple tu arrives à ce moment-là où tu n'as plus rien à dire, ou alors tu as répété 150 fois ton histoire et juste tu pas envie de parler, on va pouvoir travailler directement sur le corps. Alors notamment avec, des massages. C'est des massages biodynamiques à visée thérapeutique. C'est différent des massages, de bien-être, traditionnels. L'accent étant mis sur, la sensation que la personne a du contact. Enfin, entre, si tu veux, le contact et ses sensations internes. Qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient jouer? Heu et du coup, ça va se mettre dans le dialogue. Par exemple, on peut poser une main, tu vois, sur la poitrine, le plexus et puis, pour une personne, ça va être rassurant, pour une autre personne, ça va être envahissant. Mmh. Ça dit déjà quelque chose. Voilà. Pour une personne, on va appuyer, très légèrement, elle va le sentir comme très fort et pour une autre personne, elle va sentir qu'on la touche pas, qu'elle est pas contactée. Donc on vient en fait, à travers le toucher, travailler le lien. OK. Donc ça, c'est une façon de, comme une sorte d'expansion de l'aspect verbal de la thérapie par Mmh. le toucher? Mmh et après, si tu veux, on peut être longtemps sur du massage avec peu de verbal. Au contraire, les personnes qui vont être longtemps sur du verbal parce que beaucoup de mal à accéder au corps. Et après, il y a c'est un mélange de différents outils. Donc il y a beaucoup plus d'outils, que juste le massage et l'échange verbal, même si ça reste, on va dire fondamental. Hem et du coup, on va pouvoir travailler aussi avec, juste revenir en présence, tu vois? Avec des formes de juste pouvoir s'allonger sur un matelas, respirer, sentir. Tu vois? C'est vraiment riche en fait de possibilités. D'accord et donc toi, il te manque une année de Mmh, formation pour être, mmh, praticienne, enfin pour avoir le titre de praticienne, c'est ça? mmh. Mais tu mêles, déjà ça avec, ta ton enseignement du Pilates pour, justement ces séances individuelles dont on parlait tout à l'heure où tu m'as expliqué que c'était plutôt, heu, cette dimension-là, cette dimension thérapeutique qui constituait la plupart de tes séances individuelles, c'est ça? Oui, alors vraiment, j'ai les cours de pilates et puis j'ai les accompagnements psychocorporels. Là, je reçois des personnes, en individuel avec, vraiment les méthodes dont je viens de te parler. Voilà, où je OK. reçois des entre guillemets «déjà», même si j'ai pas fini la formation.
Et c'est pour ça que ça s'appelle accompagnement et non pas thérapie. Tu vois, les personnes savent que je suis en cours de formation et en fait, je me sers de mon expérience aussi d'éducatrice et des différents outils Oui. que j'avais explorés pour pouvoir, accompagner et je l'enrichis au fur et à mesure, de la vision de la thérapie, et de la psychologie biodynamique. Donc, en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est que tu as un parcours qui semble très cohérent. Peut-être que toi, comme quand tu étais dedans, c'était moins clair, mais donc il y a vraiment eu cette dimension de soins très psychanalytique au départ, vers après le passage plutôt sur le corporel avec le Pilate et que là, par la psychologie biodynamique, bah, tu trouves une sorte de synthèse et que quand tu parles d'effectivement d'accompagnement, même si ta formation est pas tout à fait terminée, j'imagine que tu as à la fois des outils et une expérience qui fait que tu es tout à fait à même de prendre en charge des gens, qui viennent avec des problématiques. Sans rentrer forcément dans les détails, pourquoi les gens te consultent? Mmh. Alors, très souvent parce qu'ils finissent par sentir qu'il y a une énorme déconnexion au corps, OK, heu et ou mais c'est lié, une grosse prévalence du mental. OK, Donc principalement ça et aussi, ça peut être, des douleurs, physiques, tu vois? Alors affiliées, par exemple, à fibromyalgie, oui. avec des personnes qui suivent, souvent, déjà une thérapie, classique et moi je trouve ça intéressant. Je suis pas du tout pour, scinder les choses. Je pense qu'un quelque chose de global, et qui correspond à la personne sera toujours plus intéressant que de dire: «Ma méthode est mieux!» Voilà, donc c'est pas du tout ça, c'est pareil, qu'est-ce que là où en est la personne et donc souvent, c'est des gens qui ont expérimenté ou qui sont en cours de thérapie classique et qui ont, le besoin d'aller compléter ça par le côté, physique, revenir au corps, parce qu'ils voient bien qu'à un moment donné, pareil, ça suffira pas de comprendre ou que, tu vois, la place de la douleur est trop grande et que c'est dur de vivre avec des douleurs, récurrentes ou constantes ou des épaules qui se bloquent sans que tu saches pourquoi, tu vois? Je vois, tout à fait. Simplement pour qu'on précise un peu ce que c'est que la psychologie biodynamique, ça a été développé comment et par qui et où est-ce qu'on peut étudier ça en France? Alors ça a été développé par Gerda Boysen en Norvège, dans les années alors attends que je vérifie pour pas te dire de bêtises. Elle est née en 1922, elle est décédée en 2005. Donc elle a développé vraiment, cette pratique tout au long de sa vie, qu'elle a nourrie de plein d'expériences différentes et de la Norvège, ça a descendu, on va dire, jusqu'à chez nous et aujourd'hui, l'école, elle est à Montpellier, puis elle a 2 annexes, à Lyon et à Paris. Donc Et on peut se c'est former en France. ouais, c'est dirigé par François Lévin, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. OK. Et ce qui est intéressant dans le parcours de Gerda Boysen, je crois, c'était qu'elle avait à la fois une expérience de kinésithérapeute et une expérience de psychanalyste. C'est ça ou je me trompe? C'est pas tout à fait ça, mais je veux pas te dire de bêtises. C'était en physio qu'elle bossait, OK, qui était très développée en Norvège. J'ai pas une super mémoire de ce genre de choses. Peut-être d'accord qu'on et bah, mettra en je description vérifierai. l'épisode. D'accord et bah, très bien. Mais en tout cas, il me semble qu'il y avait effectivement donc ce côté corps-esprit, qu'elle Oui, aussi, si ma mémoire est bonne, hein, elle avait d'abord une expérience dans le corps, puis une expérience tout à plutôt, fait. Elle a été, mentale, verbale. accompagnée par les techniques, en descendant la psychanalyse, on va dire les techniques reichiennes, Oui. donc autour de la végétothérapie. Et du coup, effectivement, ensuite, elle a relié plusieurs pratiques, plusieurs choses pour créer la psychologie biodynamique et c'est pour ça qu'en psychologie biodynamique, il y a plein d'outils, mais ça descend effectivement,
de la psychanalyse avec aussi une entrée corporelle. Ok, oui, donc qui vient de Reich, donc qui était un des contemporains de Freud à l'époque où la psychanalyse se développait, si je ne dis Mm, pas de bêtises. mm, Et donc lui qui s'était déjà beaucoup plus intéressé au corps, alors qu'il avait une approche qui pouvait être à la fois plus farfelue, moi je dirais funky que Freud. mm, En tout cas, c'était plus rigolo. Mais voilà, donc il a été aussi un peu discrédité à des moments, je pense. tout à fait. Peut-être parce que c'était moins structuré ou moins cérébral que Freud, mais en tout cas qui a ouvert des portes et qui a laissé plus de place au corps. Mm. Donc bah, bravo, pour ce parcours et j'envie tes élèves et tes patients parce que je suis sûr que tu offres une prise en charge qui est très riche parce que au-delà de voilà des méthodes auxquelles tu t'es formé, donc on a parlé du Pilate, de la psychologie biodynamique, je pense que tu avais aussi, une, heu une méthodologie de prise en charge quand tu étais éduc. Je pense que le fait d'incorporer ton vécu personnel dans ton parcours professionnel, c'est ça qui donne, la meilleure prise en charge et donc je encore une fois, il y a beaucoup de conscience de toi-même, d'attention à l'autre et de mélanger encore une fois le personnel et le professionnel qui donne je pense une prise en charge vraiment de qualité. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Alors, pour conclure, souvent j'invite les invités à partager soit une citation, soit un conseil de lecture ou de pratique ou je sais pas, une phrase, une idée qui viendrait un peu clore l'entretien. Mm. Oui, peut-être quelque chose dont on n'a pas tellement parlé, je crois, ici, et qui me tient beaucoup à cœur, c'est de pouvoir aussi ramener ces pratiques qui peuvent être très individuelles, très individualistes peut-être parfois, hem, dans quelque chose de collectif et de les penser au travers d'un regard, sociétal, social. Ça me semble primordial aujourd'hui, parce qu'encore une fois, c'est des outils et un outil, ça peut être mis au service de tout, et parfois n'importe quoi. Donc, heu, voilà. Je trouve ça bien en tant que praticien, on va dire, du bien-être, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais je sais pas comment le dire autrement, mais C'est un défi effectivement. de ne pas perdre de vue, heu, le fait que, on s'occupe d'individus, mais que ces individus sont issus, d'une société, sont issus de groupes et qu'il y a des fonctionnements qui ne dépendent pas que de notre échelle individuelle et que d'interroger quelqu'un sur son parcours qu'à l'échelle individuelle, ça peut être à la fois culpabilisant et en plus, restricteur, voire dangereux. Donc moi, c'est vraiment hyper important, heu, de garder, même dans et surtout même, j'ai envie de dire, dans les accompagnements individuels, la dimension, la focale, tu vois? Plus grande et par exemple, si on fait un burn-out, on fait pas un burn-out tout seul parce que, on a des difficultés, à supporter la pression. Mmh. Ouais. On fait peut-être un burn-out parce que, il y a aussi des choses qui sont portées au niveau sociétal, qui sont, difficiles à l'échelle, humaine à tenir. Le fait d'être très efficient, efficace, très connecté, très réactif. Voilà, donc c'est des facteurs qui me semblent primordial de prendre en compte et puis de nommer aussi, auprès des gens qu'on accompagne, parce que oui, on est responsable, mais pas de tout. Voilà. Je trouve ça effectivement fondamental, ce que Mmh. tu viens d'évoquer. De prendre sa part, mais simplement sa part et aussi par ce travail individuel et très corporel, voilà, qui peut être, presque intime même à des moments, Mmh.
d'ouvrir effectivement sur le lien à l'autre et sur le fonctionnement de la société, ce qui est aussi un petit peu la visée de ce podcast. Et donc, effectivement, de voir comment le travail corporel et individuel peut ouvrir sur une réflexion plus large. Effectivement, c'est essentiel à la fois pour la santé de la société et pour la santé des individus. Merci beaucoup, Judith. Et je voulais juste rajouter, pardon Adrien, du coup en ouvrage, il y en a plein, hein, mais moi il y en a un que je trouve accessible et qui m'a vachement plu sur ce sujet-là, c'est le livre de Camille Test, Politiser le bien-être. Je sais pas si tu l'as lu. Je vois qui c'est, je vois ce que c'est, mais je ne l'ai pas lu, mais on pourra le mettre en référence. Moi, je trouve ça intéressant et accessible. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et je crois qu'effectivement, ça a toute sa place dans cette réflexion-là entre l'individuel et le social. Merci beaucoup, Judith. Bravo pour ton parcours et puis bonne chance pour tes projets, pour la fin de ta formation et pour le développement de ton activité. Je pense que tu apportes vraiment quelque chose dans tout ce domaine-là, un supplément d'âme à la fois dans l'exécution des mouvements et aussi dans comment ils peuvent être un vecteur pour bien autre chose que soit la bonne technique, soit les beaux corps. Et au-delà aussi du bien-être. Donc merci beaucoup, ou du bien-être individuel en tout cas. Merci beaucoup et courage pour tout ce que tu entreprends. Merci beaucoup Adrien et merci de m'avoir donné la parole et de créer cet espace que je trouve vraiment très riche et très chouette à écouter sur ton podcast. Donc bravo aussi et merci. Merci. Si ça peut être le relais d'initiatives comme la tienne, alors c'est vraiment ça la mission première. Bonne journée et à très bientôt. Peut-être que tu reviendras nous parler de l'évolution de tes projets. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, si vous voulez soutenir La Tête aux Pieds, vous pouvez mettre une super note là où vous l'avez écouté, en parler autour de vous, partager les épisodes sur vos réseaux et faire un don sur Patreon. Merci encore et à la semaine prochaine.